Ma famille a ignoré ma cérémonie de brevet. Mais quand mon accord de 74 millions d'euros a fait la une des journaux, papa a appelé, nous perdons la maison. Sauvez-nous. Je suis arrivé au dîner avec mon avocate et l'acte de propriété. J'ai 32 ans et je vis dans un immeuble moderne de grande hauteur en plein cœur de l'agitation du centre-ville de Boston. La vue depuis les immenses fenêtres de mon salon donne sur les eaux grises du port, mais j'ai rarement le luxe de prendre le temps de m'y tenir pour regarder. Toute ma vie d'adulte a été systématiquement construite sur des heures de travail atrocement longues, du café rassis et le bourdonnement silencieux et stérile de l'équipement de laboratoire. Par un mercredi matin parfaitement ordinaire, à exactement 6h14, mon téléphone portable a commencé à sonner. Il vibrait violemment contre la surface froide en marbre de mon comptoir de cuisine. J'étais déjà bien éveillé. J'étais debout depuis 4.00, examinant intensément des fiches de données d'essais cliniques complexes pour un tout nouveau projet. Je me suis dirigé lentement vers le comptoir, m'attendant pleinement à ce que l'appelant soit un collègue de haut niveau ou peut-être un interne en médecine paniqué de l'hôpital appelant pour une urgence avec un patient. Au lieu de cela, j'ai baissé les yeux vers l'écran vivement éclairé et j'ai vu un nom que je n'avais pas vu depuis 14 longs mois. C'était mon père. Il ne m'appelait jamais tôt le matin. En fait, il ne m'appelait jamais du tout. Plus maintenant. Je suis resté là, figé sur place, tenant une tasse de café en céramique à moitié vide, et j'ai juste regardé le téléphone trembler physiquement sur le comptoir. Je l'ai laissé sonner 3 fois complète. Je voulais voir s'il abandonnerait simplement et laisserait l'appel aller sur la messagerie vocale. Il ne l'a pas fait. Alors, j'ai appuyé sur le bouton vert de réponse et j'ai lentement porté le téléphone à mon oreille. Sa voix est sortie du haut-parleur et elle était chaleureuse. Elle était d'une chaleur totalement écœurante. C'était cette chaleur spécifique et hautement pratiquée qu'un vendeur de voitures d'occasion désespéré met quand il veut frénétiquement que vous oubliez qu'il essaie de vous vendre quelque chose de complètement cassé. Il s'est raclé la gorge et a dit, « Hazel, ma chérie, c'est papa. Écoute, nous faisons une réunion de famille ce samedi à la maison. Ta mère cuisine. Elle fait l'agneau rôti. Tu sais lequel. Nous serions absolument ravis de te voir. Cela fait beaucoup trop longtemps. » J'ai tenu le téléphone légèrement éloigné de mon visage et j'ai regardé fixement le mur peint en sombre de ma cuisine. 14 mois de silence absolu et punitif. Il n'y avait eu aucun appel téléphonique pour mon 31e anniversaire. Il n'y avait eu aucun message texte de félicitations quand j'avais quitté mon studio exigu et misérable pour emménager dans ce bel appartement neuf. Il n'y avait eu aucun message quand mon nom avait été fièrement présenté dans une grande revue médicale pour la toute première fois. Il n'y avait eu rien d'autre qu'un vide lourd et assourdissant. Mais il y a 3 jours, quelque chose d'incroyablement significatif avait changé. Il y a 3 jours, MedTech Quarterly a publié un article de profil exclusif de plusieurs pages. C'était un article très détaillé sur un nouvel appareil de surveillance cardiaque révolutionnaire qui venait d'être pleinement approuvé par la Federal Drug Administration. Cet appareil salvateur était le mien. J'avais conçu chaque composant microscopique de celui-ci. J'avais construit le tout premier prototype fonctionnel dans ma petite cuisine d'ancien appartement à 2.00 du matin, armé de rien d'autre qu'un fer à souder bon marché et d'un refus absolu et têtu d'échouer. L'article était incroyablement flatteur, mais la percée scientifique n'est pas ce qui a attiré l'attention de mon père. L'article mentionnait un nombre très spécifique qui change la vie. L'énorme société médicale qui a obtenu la licence de mon brevet avait publiquement évalué l'accord à 74 millions d'euros sur les 5 prochaines années. Ce chiffre massif a frappé Internet et s'est répandu dans ma ville natale comme une allumette allumée jetée avec désinvolture dans une forêt sèche et morte. Sa plus jeune fille ne manquait pas soudainement à mon père. Il ne s'était pas réveillé par un mercredi au hasard pour ressentir une vague soudaine et écrasante de culpabilité paternelle. Il a lu l'article. Il a vu le nombre. Il a vu le symbole monétaire massif soudainement attaché à mon nom auparavant ignoré. Et maintenant, après 14 mois à faire semblant joyeusement que je n'existais même pas sur cette planète, il appelait pour m'inviter d'urgence à un charmant dîner de famille. Il appelait parce qu'il sentait l'argent sérieux et il s'était follement convaincu que j'étais la proie facile. Il y a eu une époque douloureuse dans ma jeunesse où j'avais l'habitude de souffrir pour un appel téléphonique exactement comme celui-ci. J'avais l'habitude de rester éveillé la nuit à regarder le plafond sombre, souhaitant désespérément que mon téléphone s'allume avec son nom sur l'écran. J'aurais fait absolument n'importe quoi pour une seule once de son approbation sincère. Mais debout dans ma cuisine ce matin-là,
écoutant sa respiration fausse et trop enthousiaste à l'autre bout du fil, je ne me sentais pas reconnaissante. Je ne me sentais pas excitée. Je ne ressentais absolument rien. Le puits profond de mon affection s'était complètement asséché. J'ai pris une très lente inspiration et j'ai rendu ma voix aussi plate, froide et illisible qu'une feuille de papier vierge. J'ai dit, bien sûr, papa. À quelle heure? Il s'est immédiatement ragaillardi, sa voix dégoulinant pratiquement de soulagement. À 7.00, a-t-il dit joyeusement. Ne sois pas en retard, ma chérie. Nous avons quelque chose de très excitant à discuter. Il a raccroché le téléphone brusquement avant même que je puisse dire au revoir. Il faisait toujours ça. Il devait toujours être celui qui mettait fin à la conversation pour se sentir comme l'homme qui contrôle la situation. J'ai posé mon téléphone face vers le bas sur le comptoir. J'ai pris une lente gorgée de mon café. Il était devenu complètement froid. Quelque chose de très excitant à discuter. Je savais déjà exactement ce que c'était. Je le savais depuis 3 semaines. Je connaissais leurs sombres secrets financiers mieux qu'eux. J'ai accepté l'invitation à dîner parce que j'allais entrer dans cette maison une dernière fois et j'allais réduire toute leur illusion en cendres. Le samedi soir est finalement arrivé. Le ciel au-dessus de la ville de Boston était profondément meurtri par de sombres nuages violets, signalant un orage de début d'été. Je me tenais silencieusement dans ma chambre spacieuse et méticuleusement organisée, regardant dans mon immense dressing. Pour la première fois de toute ma vie, je possédais réellement de belles choses. J'avais un blazer bleu marine parfaitement coupé qui coûtait plus cher que ce que je payais autrefois pour un mois entier de loyer et de courses combinées. J'avais de superbes talons de créateur qui me faisaient paraître plus grande. Des chaussures qui me faisaient me sentir comme une force invincible qui possédait chaque pièce dans laquelle j'entrais. J'avais une montre en argent délicate et incroyablement chère qu'un collègue de haut niveau de l'hôpital m'avait aidé à choisir pour célébrer la finalisation du grand accord de brevet. J'ai tendu la main et mes doigts ont effleuré le tissu de haute qualité du blazer bleu marine. Puis je me suis arrêté brusquement. J'ai retiré ma main. Non, c'était une stratégie totalement mauvaise pour ce soir. Si je me présentais chez eux en ayant l'air indéniablement prospère, riche et bien mise, ils verraient immédiatement une cible difficile portant une lourde armure. Ils deviendraient instantanément très prudents. Ils mesureraient soigneusement leurs mots, cacheraient leurs véritables intentions désespérées et joueraient à un jeu beaucoup plus lent. J'avais besoin qu'ils soient complètement et de manière arrogante à l'aise. J'avais besoin qu'ils me regardent et voient exactement la même version pathétique et facilement manipulable de Hazel qu'ils avaient toujours connue et exploitée. La fille silencieuse, celle qui ne se défendait jamais, celle qui baissait simplement la tête, s'excusait d'exister et prenait toutes les minuscules miettes d'affection qu'il lui jetait occasionnellement. J'ai poussé la rangée de vêtements de créateurs coûteux sur le côté et j'ai cherché tout au fond d'un tiroir de rangement inférieur. J'ai sorti un grand gilet gris délavé. Il y avait un petit trou très visible juste près du poignet gauche. J'ai mis un vieux jean en dénime délavé et une paire de baskets blanches qui avaient clairement connu des jours bien meilleurs. J'ai tiré mes cheveux en arrière en une queue de cheval stricte et complètement simple. Je n'ai pas mis une seule goutte de maquillage. Pas de boucle d'oreille, pas de collier, pas de montre chère, pas de bijoux d'aucune sorte. J'ai regardé mon reflet dans le miroir en pied. J'avais l'air totalement épuisé. J'avais exactement l'air de quelqu'un qui se noyait sous de lourdes dettes et qui n'avait pas dormi une nuit complète depuis 5 ans. C'était absolument parfait. J'ai attrapé mes clés et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au parking souterrain sous mon immeuble. Ma toute nouvelle voiture était garée sur ma place premium attribuée. C'était une berline de luxe élégante et noire comme la poix. Silencieuse comme un murmure et incroyablement rapide. Mais juste à côté, garée en permanence sur une place pour invités, se trouvait ma vieille Honda Civic. C'était exactement la même voiture fiable et cabossée que j'avais conduite pendant les années épuisantes et frappée par la pauvreté de l'école de médecine. La peinture argentée s'écaillait fortement sur le capot. Le pare-choc arrière était profondément rayé par le stationnement en ville et le rétroviseur du côté passager était tordu en permanence après avoir été recollé suite à un délit de fuite dans un parking d'hôpital il y a des années. J'ai complètement contourné la berline de luxe et j'ai déverrouillé la Honda cabossée. Le moteur a sifflé bruyamment et s'est plaint amèrement quand j'ai tourné la clé, luttant pendant quelques secondes tendues avant de finalement démarrer avec un ralenti irrégulier. Le chauffage ne fonctionnait pas correctement, soufflant seulement de l'air tiède, et l'intérieur sentait légèrement le vieux désinfectant pour les mains, le café rassis et la poussière ancienne.
Ça sentait des années de lutte désespérée. J'ai passé la vitesse et j'ai commencé le long trajet d'1 heure et demie vers le sud en direction du Connecticut. Alors que je m'insérais sur l'autoroute très fréquentée, le rythme régulier et monotone de la route a permis à mon esprit de vagabonder librement. J'ai pensé profondément aux personnes spécifiques qui m'attendaient. Ma mère, Sylvia, virevolterait sans doute dans la cuisine. C'était une femme profondément superficielle qui valorisait les apparences extérieures au-dessus de toute connexion humaine. Pour elle, un salon parfaitement décoré était largement plus important que d'élever un enfant heureux. Ensuite, il y avait mon frère aîné, Julian. Julian était l'enfant chéri incontesté. Il possédait une quantité stupéfiante d'arrogance non méritée, traversant aveuglément la vie avec la ferme conviction d'un homme qui croyait sincèrement que le monde lui devait un succès massif simplement pour son existence. Et enfin, ma sœur aînée, Bianca. Bianca vivait dans un état de délire impénétrable et permanent. Elle croyait fermement qu'elle était un génie créatif incompris, lançant constamment de nouvelles entreprises commerciales mal planifiées qui nécessitaient toujours que quelqu'un d'autre paie les factures massives. J'avais passé 32 années entières à vivre complètement dans les ombres froides projetées par Julian et Bianca. J'étais le personnage de fond fiable et invisible dans leur pièce chaotique et dramatique. J'ai serré le volant en plastique usé de la vieille Honda. La vieille anxiété familière a essayé de s'insinuer agressivement dans ma poitrine. C'était ce nœud serré et écœurant dans mon estomac, accompagné par la voix dure de ma mère résonnant dans ma tête, me disant constamment de juste me taire, de ne pas être difficile, de ne pas faire de scène. J'ai pris une grande inspiration tremblante et j'ai repoussé la voix avec force. Je me suis fermement rappelé qui j'étais exactement maintenant. J'étais une scientifique brillante. J'avais négocié avec succès des accords de licence impitoyables avec des avocats d'entreprise qui mangeraient volontiers des gens ordinaires tout crus. Ma famille ne me faisait plus peur. Il ne faisait que me dégoûter. Et ce soir, l'air douloureuse de mon silence forcé touchait à sa fin permanente et spectaculaire. Je me suis finalement garé dans la grande allée familière de mes parents à exactement 5 minutes avant 7:00 du soir. La grande et imposante maison coloniale était vivement illuminée comme une scène de théâtre. Chaque fenêtre brillait intensément d'une lumière chaude et invitante, projetant une image parfaite de l'harmonie de banlieue. L'allée était déjà remplie de véhicules. L'énorme escalade noire de mon père était garée en plein centre à sa place d'honneur habituelle, fortement polie et brillant sous les lumières de sécurité vive. La BMW immaculée et coûteuse de Julian était garée juste à côté, et le Range Rover blanc de Bianca était stationné de manière agressivement inclinée près des marches en pierre de devant. Ils conduisaient tous fièrement des voitures incroyablement chères qu'ils ne pouvaient absolument pas se permettre. Je connaissais maintenant l'horrible vérité sur leurs finances désastreuses, même s'ils pensaient bêtement que c'était un secret de famille jalousement gardé. J'ai garé ma Honda rayée et sifflante juste dans l'espace étroit et serré entre l'énorme escalade et l'élégante BMW. Le contraste visuel était presque comique dans sa différence extrême. Ma voiture cabossée et sale ressemblait exactement à un chien galeux errant assis maladroitement entre deux chevaux de concours coûteux et bien soignés. J'ai éteint le moteur qui luttait, mais je ne suis pas sorti tout de suite. Je me suis assis silencieusement dans l'habitacle sombre et poussiéreux et j'ai sorti mon téléphone portable. J'ai envoyé un message texte rapide et précis à Naomi. Naomi était mon avocate personnelle. Elle était brillante, totalement impitoyable et actuellement assise patiemment dans un café tranquille à moins de 5 minutes sur la route. J'ai tapé un message simple lui disant que j'étais sur place, que les cibles étaient rassemblées et de garder son téléphone à portée de main. Elle a répondu instantanément avec un seul mot de confirmation. Le piège était parfaitement en place. J'ai vérifié mon visage dans le rétroviseur de travers une dernière fois. Mon expression était parfaitement neutre, calme, une page complètement vierge et illisible. Je suis sorti dans l'air humide du soir, j'ai marché lentement sur le chemin de briques et j'ai sonné fermement à la porte d'entrée. La lourde porte en bois s'est ouverte presque instantanément. Sylvia devait planer agressivement près de la fenêtre de devant, attendant nerveusement le moment exact où j'arriverais. Hazel, a-t-elle crié avec un volume théâtral. Elle s'est jetée en avant et a passé ses bras maigres autour de moi. Elle sentait le parfum floral coûteux et l'ail rôti de l'agneau cuisinant dans la cuisine de manière écrasante. Le câlin était entièrement performatif. Il était serré, rigide et profondément théâtral, conçu entièrement pour bien paraître à quiconque regardait plutôt que pour que je me sente réellement bien. Elle a reculé, me tenant fermement à bout de bras, ses yeux brillant d'une émotion complètement forcée. « Laisse-moi vraiment te regarder » a-t-elle dit,
sa voix dégoulinant d'une inquiétude fausse et écœurante. « Oh, tu as l'air si incroyablement mince. Manges-tu correctement? Tu travailles beaucoup trop dur, Hazel. Tu dois mieux prendre soin de toi. » J'ai simplement regardé son visage. Elle ne m'avait pas demandé si je mangeais correctement en 14 longs mois. Elle ne m'avait pas demandé si j'étais même en vie en 14 mois. Je ne lui ai pas rendu son étreinte. J'ai juste laissé mes bras pendre lourdement sur mes côtés. « Bonjour, maman, ai-je dit. » Ma voix était polie, mais entièrement et complètement creuse. Elle ne semblait pas remarquer ma raideur glaciale, ou elle a simplement choisi de l'ignorer pour maintenir son récit. Elle a attrapé mon poignet et m'a tiré avec force à l'intérieur de la maison, agissant exactement comme si j'étais l'invité d'honneur bien-aimé à une fête spectaculaire à laquelle j'avais réellement voulu assister. Elle m'a rapidement conduite dans le couloir et dans la salle à manger formelle. L'espace était magnifiquement aménagé, décoré exactement comme une double page de magazine sur papier glacé. Il y avait une nappe blanche impeccable et parfaitement repassée, de grandes bougies allumées et les couverts en argent lourd et coûteux qui ne faisaient leur apparition que pour les fêtes et les moments de manipulation familiale intense. Mon père, Victor, se tenait fièrement en bout de la longue table, faisant tourner de manière dramatique un verre en cristal de scotch ambré. Il portait une chemise boutonnée bleue impeccable, exactement celle qu'il portait toujours quand il voulait désespérément projeter l'image d'un patriarche riche et très prospère. Julien se prélassait paresseusement dans une chaise sur la droite, faisant défiler agressivement son téléphone avec une expression ennuyée. Il a à peine levé les yeux quand je suis entré dans la pièce. « Et, Hazel, a-t-il marmonné avec dédain. Il n'y avait absolument aucune chaleur dans son ton, juste une reconnaissance obligatoire minimale. Bianca était assise directement en face de lui, ajustant de manière obsessionnelle l'énorme pile de gros bracelets bon marché sur son poignet. Elle m'a regardé de haut en bas, ses yeux pleins de jugement atterrissant directement sur le petit trou de mon gilet délavé. « Mignon pull » a-t-elle dit. Le ton moqueur rendait incroyablement clair que ce n'était absolument pas un compliment. L'oncle Hector était déjà confortablement assis à l'autre bout de la table, travaillant agressivement sur son deuxième grand verre de vin rouge bon marché avant même que la nourriture ait été formellement servie. Et la voilà, a tonné bruyamment mon père, posant son lourd verre de scotch sur la table. Il s'est approché et a serré fort mon épaule. Ce n'était pas un geste de bienvenue et d'amour. Cela ressemblait exactement à une revendication physique de propriété. Le génie absolu de la famille, a-t-il annoncé à toute la pièce. J'ai gardé mon visage parfaitement et rigidement immobile. Il ne m'avait jamais, au cours de mes 32 années de vie, appelé un génie. Quand j'ai fièrement obtenu mon diplôme près des tout premiers de ma classe rigoureuse de l'école de médecine, il m'a qualifié de têtu pour ne pas avoir choisi une spécialité beaucoup plus lucrative. Quand j'ai passé des années à faire des recherches cliniques révolutionnaires, il a complètement rejeté cela comme un bricolage idiot. Mais ce soir, soudainement, j'étais le génie familial incontesté. La transformation était si incroyablement transparente et pathétique qu'elle me donnait envie de rire aux éclats. Mais j'ai gardé strictement mon silence, j'ai tiré ma lourde chaise et j'ai pris tranquillement ma place désignée. Assise à cette table à manger parfaitement dressée, forcé d'écouter le tintement creux des verres en cristal coûteux et les bavardages polis et faux des gens qui me méprisaient. Mon esprit a involontairement dérivé vers l'événement exact qui avait définitivement brisé la moindre illusion restante de famille qu'il me restait. C'est le mardi qui m'a complètement brisé. C'était il y a exactement 2 longues années. Je venais de recevoir la notification officielle estampillée par la poste indiquant que mon brevet médical complexe avait été formellement accepté et pleinement enregistré par le Bureau des brevets et des marques des États-Unis. En dehors de la communauté scientifique hautement insulaire, les gens ordinaires comprennent rarement l'énorme gravité de ce moment singulier. Dans le monde férocement compétitif des appareils médicaux, l'approbation d'un brevet est absolument tout. Cela sépare les rêveurs éternels des créateurs réels. Cela signifie légalement que votre invention est reconnue comme réelle, viable et fermement protégée par la loi fédérale. C'était l'aboutissement magnifique de 4 années épuisantes et éreintantes de ma vie. Des années à faire des gardes hospitalières punitives de 12 heures pendant la journée, pour ensuite me précipiter à la maison et construire méticuleusement des prototypes électroniques sur ma petite table de cuisine jusqu'à 3:00 du matin. Des années à manger des dîners bon marché au micro-ondes entièrement seul tout en fixant les yeux flous des plans complexes. Des années à faire face à des lettres de rejet brutales, des tests de matériaux ratés et des nuits sombres où je m'asseyais simplement sur le sol froid de ma salle de bain et je pleurais de manière incontrôlable par pure fatigue absolue. Mais je l'avais finalement fait. Le brevet était officiellement le mien.
Et dans ma stupidité désespérée et naïve, je voulais désespérément célébrer la plus grande réussite de toute ma vie avec les gens qui étaient censés m'aimer le plus. Je voulais qu'ils me regardent enfin et soient sincèrement fiers de moi. J'ai organisé avec excitation un immense dîner de célébration dans cette même maison. Je leur ai donné un préavis ample et indéniable. Je l'ai dit à ma mère 2 semaines complètes à l'avance. J'ai appelé mon père et lui ai fait promettre d'être là. J'ai envoyé plusieurs messages textes à Julien et Bianca. J'ai même fait des pieds et des mains pour inviter l'oncle Hector, sachant très bien qu'il se présenterait avec enthousiasme n'importe où qui promettait de la nourriture gratuite et coûteuse et de l'alcool à volonté. Par la douce soirée du dîner, j'ai conduit l'heure et demie de Boston jusqu'à Westbrook. Je bourdonnais d'une excitation pure et électrique. Je m'étais arrêté dans une boutique de vin haut de gamme et j'avais acheté 3 bouteilles incroyablement chères de vin importé. J'avais acheté un immense et magnifique bouquet de fleurs fraîches, et sur mon siège passager reposait soigneusement une copie immaculée et magnifiquement encadrée du certificat de brevet officiel. J'avais un fantasme puéril et pathétique de l'accrocher fièrement au mur de leur salon principal, juste à côté des vieux trophées sportifs poussiéreux de lycée de Julien et des couronnes de concours de beauté ternies et dénuées de sens de Bianca. Je me suis garé dans la longue allée à exactement 6h30 du soir. Je m'attendais pleinement à voir les lumières de la maison briller vivement et à sentir une nourriture merveilleuse cuisant dans la cuisine. Au lieu de cela, la vaste maison était complètement et totalement sombre. La grande allée était totalement vide. Pas une seule voiture n'y était garée. J'ai garé ma voiture et je suis resté assise sur le siège du conducteur pendant 10 longues minutes déroutantes, profondément convaincu que j'avais d'une manière ou d'une autre foiré la date ou l'heure prévue. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message rapide à ma mère. Je lui ai dit que j'étais assise dans l'allée et j'ai demandé où tout le monde était. Je me suis assise complètement seule dans le silence écrasant pendant 20 minutes angoissantes avant que mon téléphone ne vibre enfin avec sa réponse désinvolte. Le message disait avec désinvolture « Oh chérie, Julien ne te l'a pas dit ? Nous sommes tous en bas à la vitrine de Bianca. Elle lance sa nouvelle ligne de bijoux à la galerie d'art locale ce soir. C'est une affaire tellement énorme et importante pour elle. Nous ne pouvions tout simplement pas manquer ça. » J'ai lu ces mots exacts encore et encore jusqu'à ce que ma vision se brouille physiquement avec des larmes. Une vitrine pour une ligne de bijoux complètement amateur. Bianca tordait du fil de bricolage bon marché et des perles en plastique ensemble depuis à peine 6 mois. Elle avait vendu une poignée de pièces terriblement mal faites à ses amis immédiats en ligne. Elle n'avait absolument aucune formation professionnelle, aucun plan d'affaires viable et absolument aucun talent. Pourtant, toute ma famille avait pris une décision consciente et collective. Ils avaient agressivement choisi d'assister à sa fête de bracelets amateurs plutôt qu'à ma célébration de brevet unique dans une vie. Mon père n'a même pas pris la peine d'envoyer un message texte rapide pour trouver une fausse excuse. Ils ont simplement disparu, traitant ma réussite massive comme si elle était entièrement invisible. Je suis resté assise dans l'allée sombre et silencieuse pendant près d'1 heure complète. Le vin importé coûteux sur la banquette arrière s'est lentement réchauffé. Les belles fleurs vibrantes ont commencé à s'affaisser tristement dans la chaleur étouffante de la voiture fermée. J'ai tourné lentement la tête et j'ai regardé le certificat de brevet magnifiquement encadré reposant tranquillement sur le siège à côté de moi. Quelques heures auparavant, il avait fièrement représenté mon triomphe le plus absolu. Assis dans l'obscurité, il avait soudainement l'air profondément pathétique. C'était exactement comme si j'étais un petit enfant désespéré rapportant à la maison une peinture aux doigts désordonnés, mendiant de forts applaudissements à un public qui était complètement occupé à encourager quelqu'un d'autre. J'ai mis la voiture en marche arrière et j'ai conduit tout le chemin du retour jusqu'à Boston dans un silence complet et étouffant. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai juste écouté le bourdonnement régulier des pneus sur l'asphalte sombre. Quand je suis finalement entré dans mon appartement vide, j'ai jeté les fleurs tombantes directement dans la poubelle sans y penser à 2 fois. J'ai rangé le vin chaud dans un placard sombre. J'ai pris le certificat encadré et je l'ai enfoncé profondément dans un tiroir inférieur de bureau où je ne pouvais pas le voir. Je ne le leur ai jamais montré. Ils n'ont jamais demandé à le voir une seule fois. Cette nuit dévastatrice dans l'allée sombre a été le moment exact où le dernier cordon d'attachement a complètement cédé. Le désespoir pathétique pour leur amour est mort juste là, laissant derrière lui une clarté froide et incroyablement dure. La trahison du brevet n'était que le coup de grâce final et écrasant, mais la fondation solide comme le roc de mon profond ressentiment avait été coulée de nombreuses années plus tôt, construite régulièrement sur une longue et indéniable histoire d'effacement financier et émotionnel.
Alors que Sylvia apportait avec enthousiasme le grand plat de pommes de terre rôties et d'asperges vert vif, forçant un sourire en plastique éclatant sur son visage, j'ai regardé directement Julien. J'ai regardé sa montre ridiculement chère et sa chemise en soie parfaitement taillée, et j'ai pensé amèrement à l'argent exact qui les avait achetés. Quand j'avais 22 ans, mes grands-parents maternels sont décédés à quelques courts mois d'intervalle. C'étaient des gens profondément frugaux, incroyablement travailleurs qui avaient lentement accumulé un patrimoine substantiel au cours de leur longue vie. Dans leur testament juridiquement contraignant, ils ont clairement laissé un héritage financier important destiné à être divisé également entre les 3 petits-enfants. C'était censé être l'argent fondamental qui sécurisait nos avenirs de manière permanente. Pour moi, cela signifiait la possibilité d'obtenir un diplôme d'une école de médecine exigeante sans le poids écrasant et étouffant des prêts étudiants massifs. Cela signifiait la liberté absolue de poursuivre mes recherches. Mais cet argent qui change la vie n'a jamais atteint mon compte bancaire une seule fois. Sylvia et Victor m'ont assise à la table de la cuisine un mardi soir. Victor a utilisé exactement ce même ton sérieux, dominateur et patriarcal qu'il utilisait en ce moment. Il a calmement expliqué que Julien avait une opportunité unique dans une vie d'ouvrir un concessionnaire automobile commercial de luxe. Il a dit que Julien avait désespérément besoin de capital pour garantir le bail commercial. Il a présenté cela non pas comme une demande polie, mais comme un devoir familial obligatoire et incontestable. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que l'école de médecine était un choix personnel, une poursuite très égoïste. Alors que la nouvelle entreprise de Julien construirait un héritage familial massif qui était censé bénéficier à nous tous pour les générations à venir. Sous l'immense pression psychologique et la manipulation émotionnelle implacable de leur part à tous les deux, ils m'ont contrainte à céder l'intégralité de ma part de la fiducie directement à Julien. Des centaines de milliers de dollars complètement effacés avec une seule signature forcée sur un document légal. Julien a obtenu un vaste terrain commercial et un inventaire coûteux de véhicules haut de gamme. J'ai obtenu exactement 200 000 € en prêts étudiants fédéraux à taux d'intérêt élevé qui me gardaient constamment éveillé la nuit, transpirant d'une grave anxiété. J'ai passé toute ma résidence médicale à manger des nouilles instantanées à 50 centimes dans de minuscules salles de repos d'hôpital sans fenêtre, tandis que Julien publiait constamment des photos voyantes de vols coûteux en première classe vers Miami. Le vol financier a été brutal, mais le vol émotionnel était en quelque sorte infiniment pire. Je me souvenais vivement de l'après-midi pluvieux où j'ai reçu ma première grande promotion définissant ma carrière. J'ai été officiellement nommée chercheuse principale pour l'ensemble du département de cardiologie, un poste incroyablement prestigieux pour quelqu'un de mon âge exact. Cela venait avec une augmentation de salaire substantielle, un financement de subventions massif et un espace de laboratoire dédié. J'étais tellement incroyablement fier que mes mains tremblaient physiquement quand je tenais le papier à en-tête officielle de l'hôpital. Je suis allé avec empressement à la maison ce dimanche-là pour le dîner de famille, portant une bouteille de champagne froid, complètement impatiente de partager la nouvelle incroyable. Quand nous nous sommes finalement assis à la table, j'ai attendu patiemment une accalmie naturelle dans la conversation bruyante. Je me suis raclé la gorge avec excitation et j'ai fièrement annoncé ma promotion massive. J'ai souri largement et j'ai attendu les sourires pour les félicitations bruyantes. Au lieu de cela, Bianca a immédiatement claqué sa main agressivement sur la table en bois, étendant son annulaire gauche haut en l'air. Elle a annoncé bruyamment qu'elle était officiellement fiancée à un homme qu'elle fréquentait depuis exactement 4 courts mois. La table entière a instantanément explosé. Sylvia a crié de joie absolue. Victor a immédiatement appelé à porter un toast et a ouvert une autre bouteille de vin. Pendant les 2 heures angoissantes qui ont suivi, les seuls sujets de conversation absolue ont été les lieux de mariage coûteux, les arrangements floraux élaborés et la taille spécifique en carats du diamant. Ma promotion massive a été complètement et totalement engloutie par le bruit assourdissant. Pas une seule personne ne m'a posé la moindre question sur mon nouvel emploi. J'ai glissé discrètement la bouteille de champagne froid dans mon sac et je l'ai ramenée à la maison complètement non ouverte. Ils ont volé de manière flagrante ma sécurité financière pour financer joyeusement l'ego massif de Julien. Et ils ont impitoyablement volé mes rares moments de triomphe pour nourrir la vanité sans fin de Bianca. Je n'étais rien de plus qu'une ressource pratique à vider ou un obstacle ennuyeux à ignorer complètement. Je suis revenu brusquement au moment présent alors que ma mère se penchait agressivement et plaçait une énorme tranche saignante d'agneau rôti directement sur mon assiette blanche immaculée. « Mange, Hazel » a-t-elle roucoulé bruyamment, touchant légèrement mon bras avec ses doigts froids. « Tu as définitivement besoin de tes forces pour tout ce travail brillant et incroyable que tu fais. » J'ai simplement baissé les yeux vers la viande.
La performance familiale battait son plein et aveuglant et c'était agressivement et écœurant normal. Ils orchestraient la conversation du dîner avec une précision militaire. Bianca a totalement dominé les 10 premières minutes, parlant à bout de souffle et sans fin de sa marque de bijoux défaillante. Elle affirmait bruyamment que l'immense marché en ligne était beaucoup trop limitant pour sa vision artistique unique. Elle insistait agressivement sur le fait que sa marque avait désespérément besoin d'une présence physique dans un magasin en dur, un sanctuaire haut de gamme pour les acheteurs de luxe. Elle parlait avec une passion intense et non méritée, omettant commodément le fait vital que sa soi-disant marque de luxe avait généré moins de 4 000 € de revenus totaux au cours des 18 derniers longs mois. Julian est intervenu en douceur juste au bon moment, déplaçant de manière experte l'attention sur les fardeaux lourds et épuisants d'être un propriétaire d'entreprise prospère. Il a soupiré dramatiquement, frottant ses tempes avec des doigts parfaitement manucurés. Il parlait sans fin de la brutalité absolue du marché automobile en ce moment, se plaignant constamment de frais généraux ridiculement élevés et d'employés complètement ingrats et paresseux. Il a joué parfaitement le rôle du cadre incroyablement stressé. Il n'a absolument pas mentionné qu'il avait récemment licencié son meilleur vendeur absolu par pure jalousie. Un fait que je savais avec certitude parce que ce même vendeur exact m'avait appelé pour mendier une référence professionnelle le mois dernier. Sylvia a joué son rôle désigné sans faille en se plaignant sans fin de la maison. Elle a tracé dramatiquement son doigt le long du bord poli de la table à manger, soupirant lourdement sur la nécessité désespérée pour la cuisine massive d'une rénovation totale. Elle prétendait bruyamment que les comptoirs en granit étaient une relique humiliante du passé, et que tout le monde dans leur riche cercle social était depuis longtemps passé au quartz blanc importé. J'ai mangé mon agneau dans un silence complet et incassable. Je les ai regardés se passer de manière experte la balle conversationnelle métaphorique dans un sens et dans l'autre. Victor continuait de se pencher avec un faux sourire pour remplir mon verre de vin, ignorant complètement le fait évident que je n'avais pas pris une seule gorgée de toute la nuit. L'oncle Hector gloussait bruyamment à une terrible blague que Julian avait faite, faisant tourner négligemment son vin rouge foncé. Il me chauffait agressivement. Ils attendrissaient vigoureusement la viande avant de finalement délivrer le coup fatal et prévisible. Ils pensaient sincèrement qu'ils me jouaient magnifiquement, mais je connaissais intimement le rythme exact de cette danse toxique. Je savais avec une certitude absolue que les faux compliments et les bavardages hautement inclusifs n'étaient rien de plus qu'un poste de péage obligatoire que je devais franchir avant qu'ils ne demandent finalement un paiement massif. J'étais complètement fatigué de cette mascarade pathétique. J'ai abruptement décidé d'accélérer considérablement la chronologie. J'ai posé durement ma lourde fourchette en argent sur l'assiette en porcelaine. Elle a fait un tintement net et incroyablement clair qui a instantanément réduit toute la pièce au silence. La transition a été brutalement abrupte. Alors, papa, ai-je dit. Ma voix était incroyablement calme, coupant droit à travers les échos persistants de leur faux rire forcé. Quand tu m'as appelé à exactement 6:00 du matin mercredi, tu as explicitement mentionné que tu avais quelque chose de très excitant à discuter. L'atmosphère lourde dans la salle à manger a changé immédiatement. C'était un changement subtil mais absolument indéniable, exactement comme la chute soudaine et terrifiante de la pression barométrique juste avant qu'un orage violent ne frappe. Les faux sourires plaqués se sont figés instantanément. Julian a complètement arrêté de faire défiler son téléphone. Bianca a baissé lentement son poignet sur la table. Victor s'est raclé la gorge incroyablement fort. Il a posé lentement son verre de scotch et a échangé un regard très rapide et très lourd de sens avec ma mère. Sylvia lui a fait un petit signe de tête encourageant. Le piège s'ouvrait finalement, mais il n'avait absolument aucune idée de qui se tenait réellement à l'intérieur. Mon père a tendu lentement la main sous sa lourde chaise en bois et a sorti un grand et lourd portfolio en cuir. Il l'a placé soigneusement en plein centre sur la nappe blanche impeccable et l'a fait glisser lentement sur la table vers moi. La couverture brillante du lourd portfolio présentait un rendu architectural très stylisé et profondément irréaliste d'une devanture de magasin de détail massive. Le bâtiment sur l'image avait l'air incroyablement élégant et agressivement moderne, complètement déplacé pour notre petite ville de banlieue fatiguée. Des lettres d'or brillantes tout en haut de la couverture affichaient fièrement Castellano et compagnie haute joaillerie, un héritage réinventé. Je n'ai pas immédiatement tendu la main pour toucher le portfolio en cuir. J'ai simplement regardé les lettres d'or brillantes, laissant le silence lourd et inconfortable s'étirer et remplir toute la salle à manger. À l'intérieur de cet épais classeur se trouvaient des dizaines de pages de rendus architecturaux colorés, de projections de revenus follement gonflés et d'un plan d'affaires sur 5 ans complètement délirant qui avait exactement l'air d'avoir été préparé à la hâte par quelqu'un qui avait regardé
Quelques vidéos de motivation commerciale sur Internet tard dans la nuit. Voici la grande vision, a dit mon père. Sa voix a radicalement changé de vitesse, adoptant soudain le ton profond et autoritaire qu'il utilisait toujours lorsqu'il croyait fermement être incroyablement impressionnant et persuasif. Nous allons prendre complètement la marque de bijoux en croissance de Bianca et la transformer en quelque chose de réel, quelque chose de massif. Nous planifions un immense magasin phare en plein cœur du centre-ville de Westbrook. Nous parlons de bijoux extrêmement haut de gamme, de pièces entièrement conçues sur mesure et d'une clientèle exclusivement de luxe. Nous avons déjà trouvé l'espace commercial absolument parfait. Bianca est intervenue immédiatement, sa voix essoufflée et frénétique d'une excitation désespérée. Il est complètement magnifique, Hazel. Il a de beaux murs en briques apparentes, d'immenses fenêtres du sol au plafond, et il est situé directement sur la rue principale où se trouve tout le trafic piétonnier intense. C'est le sanctuaire physique exact que ma marque artistique réclamait désespérément. Et je m'occupe personnellement de tout l'aspect commercial de l'opération, a rapidement ajouté Julien, se penchant en avant et posant lourdement ses coudes sur la table. Je gérerai toutes les opérations quotidiennes, la comptabilité complexe, la logistique de l'inventaire et tout le côté technique. Bianca peut se concentrer entièrement sur la direction créative, et je m'assurerai que les profits massifs sont parfaitement gérés. J'ai finalement tendu la main et j'ai lentement ouvert la lourde couverture en cuir. J'ai regardé les nombres proprement imprimés sur la toute première page brillante. Les nombres étaient de la pure fantaisie absolue. Le loyer mensuel proposé pour l'espace commercial du centre-ville était de 9 500 € par mois. Le coût estimé initial juste pour l'aménagement de l'espace vide était de 350 000 €. Les revenus fortement projetés pour le tout premier trimestre étaient si follement optimistes qu'ils frôlaient la véritable fraude financière. C'est un très grand, très compliqué projet, ai-je dit calmement, gardant délibérément mon visage complètement vide et illisible. Quel est l'investissement financier initial total nécessaire pour faire réellement décoller cette idée massive? Mon père a verrouillé ses yeux directement avec les miens à travers la longueur de la table. Il n'a pas cligné des yeux. Nous avons besoin d'exactement 800 000 € pour garantir le bail, terminer la construction et lancer correctement la marque. La salle à manger entière est devenue complètement et de manière terrifiante silencieuse. 800 000 €. C'est un investissement familial, a dit doucement ma mère, sa voix tremblant juste un petit peu. Elle a tendu la main au-dessus du coin de la table et a posé ses doigts froids et humides directement sur le dos de ma main. Nous construisons quelque chose d'énorme ensemble, Hazel. Nous construisons enfin un véritable héritage familial Castellano. Nous te rembourserions absolument, a ajouté mon père très rapidement, ces mots se précipitant ensemble. Nous te rembourserions avec des intérêts extrêmement généreux. Tu dois juste considérer cela comme un prêt commercial formel et très lucratif. Tu serais une partenaire silencieuse très puissante dans toute l'opération. Une partenaire silencieuse. J'ai presque ri aux éclats juste là à la table. J'avais été une partenaire complètement silencieuse pendant mes 32 années de vie. C'était le seul et unique rôle qu'il n'avait jamais su m'offrir. Et où vont exactement les 800 000 €, ai-je demandé doucement, tournant lentement une page brillante dans le classeur épais. Je veux entendre la répartition précise de l'allocation du capital. Mon père a immédiatement déballé une longue liste hautement répétée de chiffres massifs. Il a parlé rapidement de l'aménagement physique coûteux, de l'inventaire initial haut de gamme, de la campagne de marketing agressive et de la garantie de la première année complète du bail commercial à l'avance. Nous avons un plan d'affaires complètement solide et à toute épreuve, a dit Julien avec confiance, se penchant en arrière dans sa chaise avec une expression suffisante. Nous avons juste désespérément besoin de l'injection de capital initial pour le lancer officiellement. Et vous avez naturellement essayé de vous adresser à des banques traditionnelles pour un prêt commercial, ai-je demandé, penchant légèrement la tête et regardant directement Julien. Julien a physiquement bougé dans sa lourde chaise, ayant l'air soudainement très mal à l'aise. Les banques traditionnelles sont beaucoup trop lentes, a-t-il dit rapidement, agitant la main d'un ton dédaigneux. Il y a beaucoup trop de bureaucratie et de paperasse interminable. Cette incroyable opportunité immobilière commerciale n'attendra absolument pas qu'une banque prenne finalement une décision. Nous avons sérieusement parlé d'aller voir des investisseurs corporatifs externes et rapidement intervenu mon père en essayant d'adoucir le moment gênant, mais ta mère et moi avons complètement convenu que la famille doit toujours passer en premier. Nous voulions spécifiquement te donner la toute première chance de faire partie de cet héritage massif. Je l'ai regardé, laissant ces mots complètement ridicules pendre lourdement dans l'air. La toute première chance.
La même famille exacte qui m'avait joyeusement donné la toute dernière place pendant 32 années consécutives me donnait maintenant généreusement la toute première chance de leur remettre 800 000 euros. C'est incroyablement généreux de ta part, papa, ai-je dit. Ma voix était dangereusement calme. Puis-je poser quelques questions commerciales spécifiques supplémentaires avant de continuer? Bien sûr, ma chérie, a dit mon père. Il souriait en fait largement maintenant. Il pensait fermement que l'hameçon émotionnel était planté avec succès. Il pensait sincèrement que le poisson stupide et désespéré était enfin sur le point de mordre. Tu viens de mentionner que Julien s'occupe de tout l'aspect commercial et financier de cette nouvelle entreprise, ai-je dit, refermant lentement le portfolio en cuir et pliant proprement mes mains par-dessus. Alors, Julien, puisque tu es l'expert financier ici, j'aimerais beaucoup que tu me parles exactement de la situation financière actuelle de ton concessionnaire de voitures de luxe. Julien a cligné des yeux rapidement, complètement pris au dépourvu par le changement soudain de sujet. Qu'est-ce qu'il y a exactement avec eux, a-t-il demandé sur la défensive. Eh bien, ai-je continué doucement. Si tu vas personnellement diriger tout le système financier d'une nouvelle entreprise de vente au détail massive de 800 000 euros, je voudrais naturellement savoir exactement comment ton entreprise massive actuelle performe réellement. C'est juste une vérification préalable de base pour tout investisseur sérieux. Le concessionnaire va absolument bien, a dit Julien très rapidement, sa voix montant dans les aigus. Le marché des voitures de luxe est juste un tout petit peu saisonnier en ce moment. Les choses sont légèrement serrées ce mois-ci, mais c'est complètement gérable. Complètement gérable, ai-je répété lentement, laissant le mot rouler dans la pièce silencieuse. J'ai plongé la main à côté de ma chaise et j'ai ouvert mon sac en cuir usé. Je n'ai pas sorti un lourd carnet de chèques. Au lieu de cela, j'ai lentement sorti un dossier en carton fin et uni. Je portais ce dossier spécifique avec moi depuis exactement 3 semaines. Je l'ai placé doucement sur la table juste à côté de leur plan d'affaires brillant et ridicule. C'est incroyablement intéressant, Julien, ai-je dit, ouvrant lentement le dossier en carton uni. Parce que selon les documents commerciaux entièrement publics et juridiquement contraignants enregistrés auprès du secrétaire d'État, Castellano Motor fonctionne en réalité à une perte nette catastrophique et massive depuis 2 années consécutives. La température dans la salle à manger a semblé chuter de 10 degrés en une seule seconde. Ce n'est absolument pas exact, a bégayé Julien bruyamment, son visage devenant soudainement d'un rouge foncé et en colère. Ces dépôts d'état spécifiques sont très retardés. Ils ne reflètent absolument pas la réalité actuelle du plan de financement. Il reflète précisément 340 000 euros de dette commerciale profondément impayée envers votre prêteur principal de financement des stocks, ai-je continué de lire calmement directement sur la feuille de papier du dessus. Il reflète exactement 3 paiements mensuels complètement manqués seulement dans les 6 derniers mois. Il reflète également un avis formel de défaut juridiquement contraignant qui a été officiellement déposé contre le concessionnaire en octobre. Le visage de Julien est devenu complètement blanc. Il a regardé le dossier en carton comme si c'était un serpent très venimeux posé sur la table à manger. Où as-tu exactement obtenu cette information hautement confidentielle, a-t-il exigé, sa voix tremblante d'un mélange de rage pure et de panique profonde. C'est un dossier complètement public, Julien, ai-je dit d'un ton égal. Absolument n'importe qui avec une connexion Internet basique et une once de curiosité peut y accéder légalement. Mais ce n'est même pas la pire partie de ta situation financière complètement gérable, n'est-ce pas? J'ai tourné lentement vers la 2e page de mon dossier méticuleusement organisé. Parlons de la bataille juridique extrêmement coûteuse et hautement amère pour la garde de tes 2 enfants. Tu as embauché l'un des avocats en droit de la famille les plus ridiculement chers de tout l'État pour combattre ton ex-femme. Tu as complètement vidé chaque dernière goutte de flux de trésorerie du concessionnaire mourant juste pour payer tes provisions juridiques massives et sans fin. Tes comptes bancaires personnels sont complètement à découvert et tes comptes professionnels sont actuellement gelés. Tu n'es pas un gestionnaire financier prospère, Julien. Tu es complètement et indéniablement en faillite. Julien a ouvert la bouche pour crier un déni, mais aucun mot n'est sorti. Il est resté assis là à respirer lourdement, complètement paralysé par la vérité brutale et indéniable. J'ai tourné lentement la tête et j'ai regardé directement mon père. La routine du patriarche confiant et suffisant avait complètement disparu de son visage. Il avait l'air absolument terrifié. « Et papa, ai-je dit doucement, ma voix coupant le lourd silence comme un scalpel chirurgical. Parlons de cette belle maison massive. Quand exactement avez-vous secrètement, maman et toi, contracté la 2e hypothèque massive?
Le silence assourdissant qui a immédiatement suivi ma question était le genre spécifique de silence qui écrase physiquement les choses. Ce ne sont absolument pas tes affaires, Hazel, a finalement grogné mon père bruyamment. Sa mâchoire était fermement serrée et une veine épaisse battait visiblement sur son front. C'est devenu exactement mes affaires à la seconde absolue où tu m'as invité à ce dîner et m'as demandé agressivement de te remettre 800 000 €, ai-je dit, ma voix s'élevant juste assez pour commander toute la pièce. Vous avez discrètement refinancé cette maison il y a exactement 18 mois. Vous avez désespérément retiré 220 000 € en capital en espèces. Et où est allé exactement tout cet argent? J'ai regardé de nouveau les papiers détaillés dans mon dossier. L'énorme pile d'argent est allée directement pour sauver temporairement le concessionnaire automobile défaillant de Julien et pour payer les coûts de démarrage complètement ridicules de Bianca. Mais aucune de ces deux entreprises complètement défaillantes n'a jamais généré suffisamment de revenus réels pour couvrir le nouveau paiement hypothécaire mensuel massif. Vous avez été terriblement en retard sur le paiement de l'hypothèque exactement 4 fois cette année seulement. Ma mère a haleté bruyamment, pressant ses deux mains fermement contre sa bouche. Hazel, s'il te plaît, arrête tout de suite, a-t-elle crié. Vous êtes également profondément en retard sur vos impôts fonciers, ai-je continué implacablement, ignorant complètement les fausses larmes théâtrales de ma mère. La ville a officiellement déposé un privilège fiscal contre cette propriété en septembre. Vous ne possédez plus cette maison. Les banques massives et en colère en possèdent 80%, et elles deviennent très impatientes. Mon père a violemment claqué son lourd poing sur la table à manger en bois. Les verres à vin en cristal coûteux ont frémi violemment et les lourds couverts en argent ont cliqueté bruyamment contre les assiettes en porcelaine. « Pour qui diable te prends-tu » a-t-il crié à plein poumon. « Comment oses-tu venir dans ma maison, t'asseoir à ma table et insulter profondément cette famille ?» Je l'ai regardé avec un pur dégoût absolu. « Ta maison, ai-je répété doucement. La même maison exacte que la banque se prépare littéralement à saisir. Cette maison spécifique. » Personne à la table n'a prononcé un seul mot. La réalité complète de leur échec massif et indéniable était finalement mise à nu sous les lumières vives de la salle à manger. J'ai lentement tourné mon regard vers Bianca. Elle se recroquevillait physiquement dans sa lourde chaise, les yeux écarquillés par la panique totale. « Ton ridicule magasin en ligne a fait exactement 4 000 € en 1 an et demi, ai-je dit, en la regardant directement dans les yeux. Pourtant, tes revenus projetés incroyablement stupides pour ce magasin phare massif supposent hardiment 40 000 € par mois en pur profit. C'est une augmentation complètement folle et impossible avec absolument aucune clientèle existante, aucun historique de marketing réussi et aucune expérience prouvée d'aucune sorte. Qui a exactement rédigé ces projections financières complètement frauduleuses? La lèvre inférieure de Bianca a tremblé violemment. Moi, a-t-elle chuchoté, sa voix à peine audible par-dessus le bourdonnement de la climatisation. Je les ai écrites avec l'aide d'une coach d'affaires professionnelle. Une coach d'affaires professionnelle qui t'a complètement arnaqué et t'a facturé 5 000 € juste pour te dire exactement ce que tu voulais désespérément entendre, ai-je dit froidement. Et tu as joyeusement payé ces honoraires massifs avec une carte de crédit à taux d'intérêt élevé que papa a bêtement co-signée pour toi. Cette carte de crédit spécifique est complètement maximisée et le compte est actuellement en lourde procédure de recouvrement. Bianca a regardé désespérément vers notre père. Papa, a-t-elle gémi pitoyablement. Mon père ne lui a pas répondu. Il agrippait le bord épais de la table en bois si incroyablement fort que ses articulations étaient d'un blanc éclatant. Voici la vérité absolue et indéniable, ai-je dit. J'ai reculé lentement ma chaise et je me suis levé de toute ma hauteur. J'ai regardé les quatre. Ma voix était aussi incroyablement stable et froide qu'un instrument chirurgical en métal. Vous n'avez absolument pas besoin de 800 000 € pour ouvrir une bijouterie de luxe. Vous avez désespérément besoin de 800 000 € pour empêcher toutes vos vies fausses et pathétiques de s'effondrer complètement. Le concessionnaire automobile se noie complètement dans de terribles dettes. La deuxième hypothèque glisse rapidement vers un défaut total. Les cartes de crédit à taux d'intérêt élevé sont complètement à la limite. Vous avez agressivement volé un compte bancaire vide juste pour nourrir un autre compte vide pendant 2 années complètes et maintenant vous n'avez complètement plus de compte caché à voler. J'ai regardé tous leurs visages terrifiés et en colère. Vous ne m'avez absolument pas invité ici ce soir parce que je vous manquais soudainement. Vous ne m'avez pas invité ici parce que vous m'aimez. Vous m'avez invité ici parce que vous êtes complètement et totalement désespéré. Vous avez vu l'article médical sur mon énorme accord de brevet en ligne et vous avez pensé avec avidité que Hazel a des millions d'euros maintenant.
Hazel peut facilement nous sauver de notre propre stupidité spectaculaire. La même Hazel exacte que vous avez complètement oublié qu'elle existait pendant 14 longs mois. La même Hazel exacte dont vous avez joyeusement ignoré la célébration de brevets uniques dans une vie pour assister à une pathétique fête de bracelets amateurs. C'était un terrible malentendu, a chuchoté bruyamment ma mère, des larmes coulant enfin ouvertement sur ses joues lourdement maquillées. Nous t'avons toujours aimé, Hazel. C'était un choix très clair et hautement délibéré, maman, ai-je dit sèchement, fermant instantanément son mensonge pathétique. Tout ce que vous avez jamais fait était un choix hautement délibéré. Vous avez agressivement choisi le concessionnaire défaillant de Julien au lieu de mes prêts étudiants paralysants. Vous avez joyeusement choisi les concours de beauté dénués de sens de Bianca au lieu de mes réussites académiques. Vous avez délibérément choisi le silence froid absolu plutôt que de passer un simple appel téléphonique le jour de mon anniversaire. La salle à manger entière a violemment éclaté. Julien a bondi de sa chaise, pointant agressivement son doigt directement sur mon visage, criant que j'étais une personne incroyablement égoïste et profondément ingrate qui devait tout son succès à leur soutien précoce. Bianca a commencé à sangloter bruyamment et de manière incontrôlable, enfouissant complètement son visage dans ses mains, gémissant sur la façon dont j'essayais intentionnellement de ruiner ses rêves artistiques massifs. Mon père m'a dit agressivement que je leur devais profondément des quantités massives d'argent simplement pour m'avoir donné la vie et m'avoir élevé sous leur toit. L'oncle Hector, qui avait été complètement silencieux tout en buvant agressivement son vin, a soudainement claqué son verre vide. Pas étonnant que tu sois complètement seul dans ce monde, Hazel, a bredouillé bruyamment l'oncle Hector, le visage rouge et en sueur. Aucun homme décent ne voudrait jamais d'une femme froide et calculatrice qui jette malicieusement des chiffres terribles au visage de sa propre famille à la table du dîner. Je suis resté là complètement, parfaitement immobile et je les ai laissés rager aveuglément. J'ai laissé chaque mot haineux quitter leur bouche, me frapper directement dans la poitrine et rebondir complètement sur mon armure épaisse. Il y a exactement 2 ans, ces mots extrêmement cruels auraient absolument détruit mon âme. Il y a 2 ans, j'aurais désespérément sorti mon carnet de chèques, je leur aurais fait un chèque massif à travers des larmes aveuglantes, je serais rentré chez moi dans le noir et j'aurais pleuré seul sur le sol de ma salle de bain pendant une semaine entière. Mais j'avais passé avec succès les 14 derniers mois à apprendre quelque chose d'incroyablement important. Leur silence froid et brutal m'avait finalement enseigné exactement ce que leurs mots haineux n'auraient jamais pu faire. Je n'ai absolument pas besoin d'eux. Leur fausse approbation conditionnelle n'est absolument pas l'oxygène nécessaire à ma survie. C'est juste un bruit de fond pathétique et dénué de sens. Quand l'énorme vague de cris et de pleurs s'est finalement calmée en une respiration lourde et épuisée, j'ai repris la parole. La pièce était si complètement silencieuse que l'on pouvait entendre la grande horloge faire tic-tac dans le couloir. Je ne vais absolument pas vous donner 800 000 €, ai-je dit, ma voix complètement dénuée de toute émotion. Je ne vous donnerai pas un seul centime solitaire. Cette décision finale est complètement non négociable. Alors sors de ma maison tout de suite, a grogné mon père vicieusement, pointant violemment sa main tremblante vers la porte d'entrée. Il ne pouvait même pas me regarder directement dans les yeux. Sors de ma maison. Tu n'es absolument pas ma fille. J'ai définitivement déjà entendu cette réplique exacte, ai-je dit, fouillant calmement dans ma poche. Mais avant que je ne parte enfin, il y a exactement une dernière chose extrêmement importante que nous devons régler. J'ai sorti mon téléphone portable. J'ai ouvert rapidement mes messages et j'ai envoyé un texte à Naomi. Le texte contenait exactement 2 mots simples. Entrez. Exactement 3 minutes plus tard, la lourde sonnette de la porte d'entrée a sonné bruyamment, résonnant vivement dans la maison tendue. Ma mère a levé les yeux, profondément confuse. Mon père avait l'air absolument furieux que quelqu'un ait osé interrompre sa crise de colère massive. J'ai marché calmement hors de la salle à manger, je suis allé directement à la lourde porte d'entrée et je l'ai ouverte en grand. Naomi est entrée avec confiance. Elle portait un costume gris anthracite pointu parfaitement taillé et transportait un énorme dossier en accordéon incroyablement épais rempli de documents juridiques. Elle ressemblait complètement à une avocate qui facturait avec confiance 600 € de l'heure à ses riches clients entièrement parce qu'elle le faisait réellement. Elle est passée juste à côté de moi, a marché directement dans la salle à manger et a posé fermement l'énorme dossier lourdement sur le bord de la table à manger sans saluer une seule personne. « Qui diable est cette femme ?» a exigé Julien de manière agressive, faisant un pas menaçant en avant. « C'est mon avocate d'entreprise personnelle, ai-je dit calmement, retournant dans la pièce et me tenant directement à côté de Naomi. Et elle est incroyablement douée pour faire des mathématiques très compliquées.
Naomi a complètement ignoré la colère de Julien et a ouvert en douceur le lourd dossier juridique. Il y a exactement 3 semaines, ai-je dit en regardant directement mon père, mon équipe financière d'entreprise a signalé minutieusement votre situation financière complètement désastreuse. Ils ont trouvé les avis de défaut massifs, les privilèges fonciers agressifs et les paiements manqués sans fin. Je ne vous ai pas appelé pour vous avertir poliment. Au lieu de cela, j'ai joyeusement passé quelques appels téléphoniques très chers et très hautement calculés. Le visage rouge de mon père a changé radicalement. La colère chaude et bouillante se vidait rapidement de ses traits. Quelque chose d'entièrement différent remplissait rapidement l'espace vide. Une peur pure et non frelatée. J'ai personnellement contacté votre prêteur commercial principal de financement des stocks, ai-je dit, tournant mon regard vers Julien, l'énorme société financière qui finance directement l'intégralité de votre inventaire de voitures. Ils en avaient complètement et totalement fini avec vos excuses sans fin. Ils m'ont dit fermement qu'ils prévoyaient activement de reprendre agressivement chaque véhicule de luxe stationné sur votre terrain d'ici le milieu du mois prochain. Alors, je leur ai facilement fait une offre en espèces extrêmement lucrative. J'ai complètement acheté votre dette commerciale entière avec une forte remise. Julien s'est levé si incroyablement vite que sa lourde chaise en bois a basculé en arrière et s'est écrasé bruyamment sur le plancher de bois franc. « Tu as fait quoi » a-t-il crié, sa voix se brisant de panique totale. « Je possède légalement toute votre énorme dette, Julien, ai-je dit, ma voix aussi froide que la glace. Chaque voiture brillante et coûteuse actuellement garée sur ce terrain commercial m'appartient légalement entièrement jusqu'à ce que le prêt massif soit entièrement remboursé. Ce que nous savons tous les deux complètement qu'il ne sera jamais parce que vous ne pouvez absolument pas effectuer les paiements mensuels. C'est complètement fou, a respiré doucement Bianca, serrant ses colliers bon marché. Ensuite, j'ai immédiatement contacté le titulaire principal de l'hypothèque de cette maison exacte, ai-je continué implacablement, tournant toute mon attention directement vers mon père. Papa, tu pensais bêtement que tu faisais simplement affaire avec une banque locale amicale. Tu ne l'étais absolument pas. Votre deuxième hypothèque massive a été discrètement vendue à une société de gestion nationale impitoyable et très agressive il y a exactement 8 mois. Il se préparait activement à entamer une procédure de saisie formelle contre vous la semaine prochaine. J'ai fait une pause d'1 seconde, laissant la terreur absolue l'envahir pleinement. J'ai légalement acquis la totalité du billet hypothécaire hier après-midi. Mon père ressemblait exactement à un homme complètement brisé, forcé de regarder sa propre maison brûler lentement jusqu'au sol au ralenti. « Tu as acheté notre hypothèque » a-t-il chuchoté, sa voix complètement creuse et morte. « Je suis votre unique titulaire légal de l'hypothèque » ai-je dit, me penchant légèrement en avant. « Je suis la banque maintenant. Quand tu m'as dit violemment de sortir de ta maison il y a 5 minutes, tu parlais en fait directement à la personne exacte qui possède légalement le papier dessus. » Le silence dans la pièce était absolu et total. Ma mère tremblait violemment, ses larmes ruinant complètement son maquillage coûteux. « Pourquoi » a-t-elle chuchoté pitoyablement, me regardant comme si j'étais une totale étrangère. « Pourquoi ferais-tu malicieusement cela à ta propre famille ?»« Je ne vous ai absolument pas fait ça, maman, ai-je dit fermement, rejetant complètement sa fausse victimisation. Vous vous êtes complètement fait ça à vous-même. L'énorme dette écrasante existait bien avant que je n'y touche. Les terribles défauts de paiement existaient. Les privilèges fiscaux agressifs existaient. J'ai simplement acheté le droit absolu de décider enfin exactement ce qui se passe ensuite. » Naomi s'est avancée silencieusement et a placé un seul document juridique épais directement au centre de la table. Il était relié dans du papier bleu lourd scellé avec un timbre légal officiel. « Voici mes conditions absolues et non négociables, ai-je dit, pointant directement le lourd document. Je prends légalement l'entière propriété opérationnelle de Castellano Motor, avec effet immédiat à la signature. Julien, tu es formellement licencié en tant qu'opérateur principal et tu es banni en permanence des locaux commerciaux. Papa, ta garantie financière personnelle massive sur le plan de financement est complètement et légalement libérée. Tu es entièrement libre de cette dette écrasante spécifique. » Julien a ouvert la bouche pour discuter agressivement, mais absolument aucun son n'est sorti. Il était complètement vaincu. En ce qui concerne la maison, ai-je continué doucement, ignorant complètement Julien. Je restructure complètement l'hypothèque principale. Je vous donne un paiement mensuel considérablement inférieur et un taux d'intérêt fixe très stable sur une durée de 30 ans. Vous êtes pleinement autorisé à continuer à vivre ici, mais la deuxième hypothèque massive est complètement dissoute.
L'énorme valeur nette que vous avez bêtement volée à cette maison pour financer des entreprises défaillantes n'est absolument pas remplacée par magie par mon argent. Elle est strictement remplacée par une discipline financière. J'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti un seul chèque proprement imprimé et je l'ai fait glisser lentement sur la table vers mon père. Ce chèque est pour exactement 50 000 euros. Vous devriez le considérer comme un dernier fonds de nouveau départ complètement propre. Ce n'est absolument pas un prêt. C'est le tout dernier cadeau financier que je donnerai jamais à quiconque dans cette famille. Vous devez l'utiliser pour payer immédiatement vos impôts fonciers massifs en retard et vos minimums agressifs de carte de crédit. Ou vous pouvez bêtement tout gaspiller en vin cher et en faux bijoux. Je m'en fiche absolument plus. Mais il n'y a absolument aucun deuxième chèque à venir, jamais. Mon père a simplement regardé fixement le chèque posé sur la table. Ses mains tremblaient trop violemment pour le ramasser. Et que se passe-t-il exactement si nous refusons complètement de signer ces papiers, a demandé l'oncle Hector, essayant désespérément de paraître dur. Alors je saisis légalement et impitoyablement cette maison dans exactement 30 jours, ai-je dit, en le regardant directement. Je reprends immédiatement l'inventaire entier du concessionnaire commercial la semaine prochaine. Julien est contraint de déposer un bilan personnel brutal. La précieuse cote de crédit de papa devient complètement un compte de mise en garde permanent, et absolument tout le monde au Rich Country Club de Westbrook lira bruyamment tout sur votre ruine financière massive dans le journal local du dimanche. J'ai laissé la menace lourde et très réelle s'installer complètement dans la pièce. Je savais exactement ce que ces gens craignaient le plus. Ce n'était absolument pas la menace de la pauvreté réelle. C'était la pensée terrifiante que leurs riches voisins pleins de jugement connaissent enfin la vilaine vérité. Vous avez exactement 10 minutes pour signer, ai-je dit. Je leur ai tourné le dos et j'ai marché lentement vers la grande fenêtre avant. Dehors, le quartier calme de banlieue avait l'air complètement paisible. Les arroseurs automatiques de quelqu'un fonctionnaient silencieusement sur la pelouse sombre juste de l'autre côté de la rue. Un petit chien aboyait de manière ludique quelque part au loin. Tout avait l'air si incroyablement parfaitement normal. Derrière moi, j'entendais les chuchotements frénétiques et désespérés des disputes. J'ai entendu ma mère pleurer bruyamment. J'ai entendu Julien jurer violemment dans sa barbe. Puis j'ai finalement entendu le son exact que j'attendais patiemment. Le grattement net et décisif d'un stylo lourd se déplaçant sur le papier juridique épais. Je me suis retourné lentement. Mon père signait rapidement les lourds documents. Sa main tremblait violemment à chaque trait. Il avait exactement l'air d'avoir vieilli rapidement de 10 années complètes en exactement 10 minutes. Quand il a finalement fini de signer la dernière page, Naomi s'est avancée en douceur. Elle a soigneusement vérifié les signatures humides, a officiellement notarié le lourd document avec son sceau et a placé une seule copie directement devant chaque personne. Le transfert légal est officiellement effectif immédiatement, a dit Naomi, sa voix était complètement clinique et froide. Elle ne se souciait absolument pas de leurs sentiments désordonnés. Elle ne se souciait que d'une exécution parfaite. Hazel, a dit mon père. Sa voix était incroyablement faible, à peine un murmure rauque. Nous avons fait de terribles erreurs, mais nous sommes toujours ta famille. Je l'ai regardé de haut. Je me souvenais clairement d'être assise seule dans l'allée sombre. Je me souvenais du vin chaud. Je me souvenais du certificat de brevet encadré caché dans un tiroir sombre. Je me souvenais des 75 000 euros massifs qu'ils avaient joyeusement remis à Julien pendant que je mangeais de terribles nouilles et m'épuisais à étudier l'anatomie cardiaque. Vous n'êtes absolument pas ma famille, papa, ai-je dit doucement, me sentant complètement plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Vous êtes simplement des gens avec qui j'ai malheureusement grandi. La vraie famille se présente réellement. La vraie famille rappelle. La vraie famille n'a absolument pas besoin de lire un article financier massif pour se souvenir soudainement de votre nom. J'ai pris mon sac. J'ai fait un petit signe de tête à Naomi. Elle a rapidement rassemblé ses lourds dossiers et s'est dirigée directement vers la porte d'entrée. Julien, ai-je dit sèchement. Il a lentement levé les yeux vers moi, ses yeux pleins de haine pure. La BMW coûteuse garée dehors est maintenant officiellement un actif de l'entreprise. J'ai légalement besoin des clés tout de suite. Il a fouillé avec colère dans sa poche et a violemment claqué les lourdes clés sur la table en bois. Tu regretteras absolument d'avoir fait ça, a-t-il craché. Je ne le ferai absolument pas, ai-je dit, en ramassant les clés. J'ai déjà fait tous les calculs. Je suis sorti directement par la porte d'entrée dans l'air frais et pur de la nuit.
La lourde porte s'est refermée fermement derrière moi avec un clic solide et extrêmement définitif. J'ai marché lentement le long de la longue allée, ignorant complètement l'immense escalade et le Range Rover, et je suis monté directement dans ma vieille Honda rayée et sifflante. J'ai démarré le moteur, j'ai passé la vitesse et j'ai conduit dans la rue sombre. Pour la toute première fois de mes 32 années entières de vie, je conduisais vers un bel avenir qui m'appartenait entièrement et complètement.